Et il faudra que le mois de septembre est déjà terminé. C'est parti pour le nouveau bilan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des lectures que j'ai pu faire au mois de septembre. Au total, j'en ai lu 12. Alors, on a du roman contemporain, on a du roman historique. J'ai lu aussi de la BD, de la jeunesse et de la fantasy. Je pense pas avoir lu de thriller, ça me dit rien, en tout cas dans ce que j'ai noté sur mon ordi. On va commencer par la première catégorie, c'est tout ce qui est roman contemporain, feel good, littérature générale. Le premier bouquin que j'ai lu, en tout cas que je vous présente aujourd'hui, c'est La lignée d'Aurélie Valognes qui a été publié chez Éditions Fayard et il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était l'année dernière si je ne me trompe pas. C'est une histoire qui est racontée de manière épistolaire, ce n'est que des lettres dans ce bouquin-là. Donc c'est un peu un échange entre deux personnes, deux femmes. On a Louise, une apprentie écrivaine qui veut devenir écrivaine, donc qui est mariée, qui a des enfants, qui a déjà un job, mais qui a vraiment depuis longtemps en elle cette envie, cette fibre d'écrire. Et à côté de ça, on a Madeleine qui est une écrivaine accomplie, qui est plutôt vers la fin de sa vie, qui a déjà écrit pas mal de bouquins et qui est bien connue, reconnue. Je pense même qu'elle a eu des prix, ce genre de choses. Voilà, et du coup, cette Louise, elle aime beaucoup l'écriture de Madeleine et quand elle était plus jeune, elle a commencé à lui écrire. Et il faut dire que Madeleine lui a répondu. Et pendant de nombreuses années, elles ont continué à garder cette relation épistolaire. Dans ce roman, en fait, on va voir ces deux femmes qui vont partager leur vie, qui vont partager leurs doutes, leurs incompréhensions, leurs peurs, leurs craintes par rapport au futur. On va voir surtout la vie de Louise qui va vraiment être bouleversée à partir du moment où elle va décider de prendre sa vie en main au niveau de l'écriture. Qu'elle va arrêter de se dire qu'elle n'est pas capable ou que c'est pas quelque chose pour elle, mais qu'elle va pouvoir écrire quelque chose et que ça va peut-être porter du fruit, que ça va être publié. Et bon, ce personnage, au début, peut nous être un petit peu antipathique dans le sens où elle peut nous énerver un petit peu. On a l'impression qu'elle se plaint tout le temps, qu'il n'y a rien qui va, que ça ne marchera jamais. Et au bout d'un moment, c'est un peu agaçant. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure de cet échange entre elle et Madeleine, on va voir une évolution dans sa vie, autant personnelle que professionnelle, et elle va devoir faire des choix difficiles pour pouvoir avancer. Et une phrase qui m'avait vraiment particulièrement plu quand j'avais lu la quatrième de couverture, c'était un peu celle-ci, je paraphrase un peu. Est-ce que notre vie est figée alors qu'on a déjà pris certains chemins, par exemple le mariage, les enfants, on a déjà un job? Est-ce que tout ça finalement c'est figé et ça nous empêche d'aller plus loin, d'aller faire d'autres choses, de prendre d'autres décisions, faire d'autres choix? C'est un peu de ça qu'on va parler dans ce bouquin. C'est très bien écrit, hein. Moi j'aime beaucoup cette autrice. Donc c'est vraiment une bonne lecture, ça se lit très bien, c'est très bien ficelé. Le deuxième livre que j'ai pu lire, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Alors ce livre-là, pourquoi je l'ai lu? Tout simplement parce que je l'ai vu tellement passer sur les réseaux sociaux et avec des ressentis vraiment bons. Plein de gens avaient des coups de cœur, disaient que c'était vraiment le livre à lire. Donc je me suis dit, tiens, ça m'intrigue. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller la voir là-bas, sur les livres qui sont en vogue en ce moment. Et c'était donc à la période où j'ai fait la vidéo, ils étaient en vogue. Et à mon avis, je pense qu'il est encore dans les livres qui sont en vogue en ce moment, qui sont vraiment tendance dans la littérature contemporaine française. Donc Marie Vareille, je n'ai pas encore lu le bouquin d'elle, je pense. En tout cas, je sais que j'en ai un ou deux dans ma pile à lire. J'en avais acheté récemment, dont celui-ci. Qu'est-ce qui fait que ce livre est si bon? Et donc j'ai commencé à lire et effectivement, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit, très bien ficelé. Il y a de l'intrigue, il y a du mystère, il y a vraiment tout pour que ça fonctionne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le schéma narratif, je sais pas, il était un peu différent de ce qu'on peut lire dans la littérature contemporaine. Pour moi, ça ressemblait un peu plus à un schéma narratif qu'on peut voir dans des polars, dans des thrillers. On essaye de trouver des indices par-ci par-là parce que c'est vraiment tellement bien écrit d'une manière où on doit découvrir les choses nous-mêmes, on doit réfléchir, on doit proposer des hypothèses en fait. Pour moi, c'était vraiment un peu comme si je lisais un petit polar. Donc j'ai bien aimé ça et forcément les thèmes abordés dans ce bouquin sont... Alors c'est des thèmes quand même durs, sensibles, il faut pas être trop sensible. Vous pouvez peut-être avoir quelques larmes à l'œil lorsque vous lisez le bouquin. Enfin, si je résume vraiment, en gros, on est dans une histoire où en fait on va voir la vie d'un frère et d'une sœur qui ont été dans une famille où ça n'a pas été facile pendant leur enfance. La maman se faisait battre par le père et il y a eu un événement qui a été très traumatisant pour les enfants, surtout donc pour la sœur. Et donc il faut dire que ça fait 20 ans qu'elle est dans un couvent et elle ne sait même plus vraiment pourquoi elle est là. On va comprendre au fur et à mesure de nos lectures pourquoi elle en est arrivée
arrivée là, pourquoi elle est muette, elle ne parle pas. Et on va comprendre aussi pourquoi elle s'intéresse beaucoup et elle fait attention à la vie de son frère. Ce que j'ai aussi bien aimé dans ce livre-là, c'est que donc on parle des femmes qui se font battre, ce genre de choses. Et en fait, l'autrice, elle nous donne des chiffres. Elle nous dit que par exemple, 3 enfants sur 4 qui ont vécu ça lors de leur enfance vont reproduire ça dans leur propre vie d'adulte. Et j'ai trouvé ça vraiment très percutant. Ça parle, ça fait vraiment réfléchir. Et ça montre aussi, dans le bouquin d'ailleurs, on le voit bien, que il faut pas qu'on reste tout seul, il faut vraiment se faire aider, il faut vraiment parler. Et pour sortir de cette spirale, il faut vraiment aller voir quelqu'un, voir des gens de confiance qui peuvent nous aider à sortir de ce schéma et de guérir de ces traumatismes pour pas les reproduire dans nos propres vies plus tard. Donc c'était un bon coup de cœur pour moi parce que jusqu'à la fin, il y avait plein de choses, je ne savais pas trop comment les prendre en fait. Et j'ai eu des petits indices, des petites choses, je me suis dit ah oui, ça peut être ça, mais à la fin, je ne savais pas tout quoi. Donc c'est vraiment une bonne lecture et je comprends maintenant pourquoi il y avait un tel engouement pour ce bouquin-là, il y en a toujours un, et pourquoi il y a eu tellement de beaux coups de cœur pour ce livre. Allez, on passe à un autre bouquin. Ici, je vais vous parler d'un livre que j'ai dû lire dans le cadre du jury Limbrinova, donc c'est un livre auto-édité. Ça s'appelle Les Trois Molettes, c'est écrit par Maureen Dorme, et donc comme je le disais, il fait partie du jury Limbrinova pour le prix des étoiles de cette année. C'est un roman contemporain aussi, un peu feel-good. Ici, on est dans une histoire sympathique qui se lit très vite, sans chichi. Il n'y a pas de fioriture, l'écriture est très fluide, très simple. Ça se lit vraiment très bien. Et donc, on a 3 femmes, en fait, 3 amies depuis leur enfance, en tout cas depuis très longtemps. Elles ont passé beaucoup de temps ensemble, elles se connaissent très bien. L'une des 3 apprend à ses copines qu'elle a une maladie très grave et que peut-être elle ne s'en sortira pas. À partir de là, elle va proposer des missions à ses copines. Donc des choses un petit peu loufoques, des choses un petit peu drôles, sérieuses, il y aura vraiment de tout. Donc c'est une histoire vraiment touchante, émouvante, on s'attache aux personnages, on rigole, des fois on a envie de pleurer forcément, c'est triste, mais il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose qui fait que ça passe bien l'histoire et que on s'attache et on est content de lire cette histoire malgré le fait qu'il y ait des choses vraiment difficiles et sensibles à lire. Si vous ne savez pas quoi lire en auto-édité, allez lire ce livre-là, c'est vraiment sympa. Toujours dans le cadre du jury Limbrinova, donc j'ai Des graines de bonheur sur mon chemin. Ça a été écrit par Virginie Lepelletier et c'est un roman aussi contemporain toujours. Alors c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, plus que l'autre histoire, qui se lit très bien aussi, c'est très fluide, c'est bien écrit. Et on a une histoire en fait d'une dame qui est perdue. Elle est malade, en tout cas elle est très faible et on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Et elle est partie de chez elle, on ne sait pas trop d'où elle vient, quel est son passé, si elle a une famille, ce genre de choses. Elle est à l'hôpital et des personnes vont l'aider. Elles vont l'aider pour qu'elle puisse se remettre sur pied. Et en fait, on va apprendre plein de choses sur elle au fur et à mesure de l'histoire. Elle va faire des rencontres et ces rencontres-là vont devenir des personnes qui vont être importantes dans sa vie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est justement ça. En fait, que dans la vie, tout le monde, nous, on fait des rencontres et parfois ça peut être de bonnes rencontres comme de mauvaises rencontres. Il faut savoir aussi avoir un discernement, savoir avoir cette sagesse de se dire cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou non, elle va peut-être empirer des choses de ma vie. Et dans ce roman, on parle vraiment de ça, ces relations humaines, le fait que c'est bien de ne pas être seul parce que parfois on vit tellement de choses, d'épreuves difficiles que seul on ne peut pas y arriver pour s'en sortir. On a vraiment besoin d'avoir des gens sur notre route pour nous y aider. Donc ce bouquin est vraiment très émouvant, on s'attache vraiment au personnage et ça donne vraiment, il y a une ode à l'espoir je trouve dans cette histoire, c'est très beau. Pourquoi pas soutenir cette autrice auto-éditée, c'est vraiment sympa comme bouquin. Cette fois-ci, on va passer un peu dans la fiction historique et j'en ai lu quelques-uns et j'avoue que là j'ai eu quelques belles pépites. Alors je commence par Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiseman, une autrice que je pense je vais suivre vraiment longtemps. J'ai lu il y a pas très longtemps La vie qu'on m'a choisi, je vous en ai parlé dans un précédent update, il me semble que c'était peut-être celui de juillet si je me trompe pas, et si c'est pas juillet, c'est le mois d'août. J'avais tellement aimé l'histoire de ces 2 filles. C'était vraiment incroyable et l'écriture de l'autrice, c'est magnifique. J'ai retrouvé cette écriture vraiment fluide, belle, avec un schéma narratif que j'aime vraiment énormément. Dans cette histoire de Là où sont tes racines, ici, on n'est pas du tout dans la même histoire que La vie qu'on m'a choisie. On est au moment de la Seconde Guerre mondiale et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va voir cet événement à travers les yeux des Allemands eux-mêmes. Et je trouve ça super parce que moi, en tout cas, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, j'en ai déjà parlé,
Et j'aime bien avoir la perspective des autres pays. Je vous en avais parlé d'ailleurs avec le deuxième tome de la trilogie du siècle de Ken Follett. C'est vraiment, vraiment bien fait si vous voulez lire sur la Seconde Guerre mondiale. Et avec plusieurs points de vue différents. Là où sont tes racines, on y parle de Christine et sa famille, et de Isaac et sa famille aussi. Il faut savoir que Christine est allemande, elle vit dans une famille qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, c'est difficile, surtout aux périodes de la guerre. Et Isaac, qui est un enfant juif, donc qui vit avec ses parents, qui a une bonne situation. Mais hélas, la Seconde Guerre mondiale arrive et les idées d'Hitler, vous les connaissez bien, sont anti-juifs. Et on va voir une évolution de la haine contre les juifs. Même si les Allemands ne sont pas tous contre les juifs, eh bien, ils doivent suivre les règles qu'on leur impose et ils ne peuvent plus parler avec les juifs, ils ne doivent plus leur donner de boulot. Bref, toutes les libertés qu'ils avaient comme les Allemands leur sont enlevées au fur et à mesure jusqu'au moment fatidique où ils sont emmenés dans les camps pour mourir. Christine et Isaac étaient tombés amoureux et voulaient vivre ensemble, tout ça. Et voilà que la guerre arrive et qu'elle les sépare. Et en gros, toute l'histoire, elle repose là-dessus, sur ce qui va se passer après pour elle, pour lui. Ça va être vraiment une histoire magnifique. On apprend encore beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, vu du côté allemand, on voit que les Allemands n'étaient pas tous pour la guerre, qu'ils étaient obligés de partir combattre, même s'ils ne voulaient pas. Les femmes, elles devaient faire le boulot des maris, un peu comme dans les autres pays aussi, hein. Mais ils avaient aussi des tickets de rationnement, ils n'avaient rien à manger. Enfin, ils étaient vraiment mal lotis. Et pareil, s'ils cachaient des juifs ou ils parlaient avec des juifs, c'était très très dangereux pour eux. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette histoire. Ça m'a apporté encore une ouverture d'esprit différente par rapport à cette période qu'on connaît quand même assez bien puisqu'on l'a vu lorsqu'on était à l'école. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est le fait que l'autrice ait mis des faits réels dans son histoire. Donc bien sûr, elle a tout romancé après, mais ce sont des faits réels par rapport à sa propre famille qui habitait en Allemagne à l'époque, donc ses grands-parents, il me semble. Et j'ai trouvé ça vraiment super, excellent, quoi. Allez dans les remerciements si vous lisez le bouquin et elle explique vraiment bien tout ça. Donc moi, j'aime énormément quand il y a des faits réels et quand on apprend des choses sur des endroits en particulier aussi qu'on n'a pas forcément vu lorsqu'on était à l'école. Enfin, c'est super parce que, voilà, on n'est pas juste en train de lire un bouquin, mais on apprend aussi toujours plus. Et encore une fois, forcément, c'est un livre qui aide à garder en mémoire ce qui s'est passé pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais par la suite. J'ai vraiment aimé, c'était un coup de cœur. Un autre bouquin qui parle aussi de ces périodes-là, alors un peu à la fin de la Première Guerre mondiale, au niveau de l'Alsace-Lorraine, je ne connaissais pas du tout l'histoire un peu par rapport à ça. Et ensuite, ça va se répercuter sur les années d'après, donc il y aura la Deuxième Guerre mondiale, et les années suivantes, ça va jusque dans les années 80-90, si je ne me trompe pas. C'est un bouquin qui s'appelle L'Aube des mauvais jours, qui a été écrit par Stéphane Leneuf et qui est publié chez les éditions Michel Lafon. Il est sorti il y a quelques mois, il n'y a vraiment pas longtemps. Et c'est un bouquin qui me faisait vraiment de l'œil. Donc j'ai pu le lire en SP grâce à l'agence Gilles Paris, et merci à eux. Il y a un couple qui s'est marié juste avant la Première Guerre mondiale et donc il se retrouve après la guerre, donc il n'est pas mort. Il faut dire qu'ils habitent en Alsace. Elle est française de souche, mais lui allemand. Lorsque l'Alsace redevient française, eh bien, les Allemands sont obligés de repartir chez eux, ceux qui ont la nationalité allemande. Et les Français restent en France. Donc, ce couple est séparé. Lui repart en Allemagne et elle reste en France. Ils ont des jumeaux. L'un des deux jumeaux est français et l'autre n'a que des papiers allemands. Donc, le père repart en Allemagne avec un des fils et la maman en garde un avec lui. Ils vont garder contact pendant des années, mais ça va être très compliqué parce que le papa entre dans les idées d'Hitler et forcément son fils aussi. Et la maman n'est vraiment pas du tout dans ces idées-là. Elle part habiter ailleurs d'ailleurs, mais c'est très difficile d'aller habiter dans un autre endroit en France après avoir vécu la guerre et surtout qu'elle a un accent un petit peu germanique. Donc les gens se méfient d'elle, ils sont très sceptiques. Elle a du mal à vraiment se mélanger aux autres. Cette histoire est vraiment très prenante parce qu'on va voir que les années vont passer, la Seconde Guerre mondiale arrive, elle va rentrer dans la résistance avec son fils et de l'autre côté de l'Allemagne, elle ne sait pas trop ce que son mari et son enfant font. Est-ce qu'ils sont à fond avec Hitler ou ce sont plutôt des gens qui sont anti-Hitler? Et en fait, l'histoire va vraiment prendre en ampleur. Et d'ailleurs, on aura vraiment plusieurs histoires dans l'histoire, dans le sens où on voit l'histoire à travers elle, mais aussi à travers son petit-fils qui lira justement un peu des écrits qu'elle aura laissés pour que le petit-fils puisse comprendre qui s'est réellement passé, qui est vraiment son père et son oncle. Donc c'est vraiment une histoire très forte, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de péripéties. Il y a du drame, il y a énormément de choses. Enfin, ça nous happe jusqu'à la fin. J'ai énormément aimé ce bouquin. Et si vous aimez vraiment lire sur cette période, allez lire ce bouquin parce qu'il est très bien écrit, très bien ficelé. Il y a aussi des faits réels qui sont dedans.
Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, j'en ai beaucoup appris, par exemple, sur le contexte après la Première Guerre mondiale sur l'Alsace-Lorraine. Allez le lire, je vous conseille vraiment. Restons toujours dans la fiction historique, mais on part dans un autre pays et à une autre époque. Ici, on est plutôt en 1851, en Irlande, et il faut dire qu'il y a eu le problème de la patate, la maladie de la pomme de terre, et beaucoup de paysans sont dans la famine, n'arrivent pas à faire vivre leur famille. Ça va être vraiment très difficile pour la population à cette époque-là. On a une famille, donc qui est dirigée par Hélène et son mari, Hélène Kittrick, et ils ont vraiment du mal à nourrir leur famille, leurs enfants, ils n'y arrivent plus. Alors, il arrive beaucoup de drames dans cette famille, et au bout d'un moment, Hélène doit faire un choix. Elle peut pas rester comme ça parce qu'elle va pas réussir à payer le loyer, elle va se retrouver à la rue avec ses enfants. Son employé a un ami et elle entend par mégarde des choses qui se disent entre eux et elle se dit que ça pourrait être sympa de changer complètement de vie et de partir s'exiler en Australie vers le Nouveau Monde, là où il y a vraiment de l'espoir. Donc tout est fait pour qu'elle puisse y arriver avec sa famille et donc cette histoire raconte un peu ça, leur péripéties jusqu'à là-bas. Faut dire que même quand on rentre dans le bateau, ça dure des semaines et des semaines, on n'est même pas sûr d'en sortir indemne. Il y en a qui meurent. Là-bas, elle va être aidée par un ami de l'ami et elle va pouvoir prendre un peu les choses en main, va falloir qu'elle trouve un travail, qu'elle trouve un logement pour sa famille et ça va se passer tout doucement. C'est vraiment une belle histoire dans le sens où c'est une histoire où cette dame, elle est vraiment volontaire, déterminée, elle a vraiment des plans précis dans sa tête, elle veut y arriver, elle veut s'en sortir et elle va tout faire pour y arriver. J'ai aimé ce bouquin parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est très fluide, l'écriture est très immersive, on prend vraiment dedans, les personnages, on s'y attache fortement et il y a du rythme, c'est vraiment dynamique. Il y a juste un bémol, c'est que ça aurait pu être un coup de cœur, mais la fin, elle ne m'a pas plu. La fin, c'est pas celle que je voulais. Après, voilà. Peut-être que c'est parce que l'auteur avait des idées bien précises, il voulait pas que ce soit comme nous on voulait, ou je ne sais pas, hein, mais on a tous nos ressentis et nos opinions par rapport à tout ça. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'aurais voulu, ça m'a dérangé un petit peu, mais ça n'enlève pas au fait que ce soit une très bonne lecture. Je vous encourage à lire si vous aimez un peu lire sur l'Irlande, l'Australie, sur l'immigration, ce genre de choses. Vous allez être vraiment surpris par cette histoire. J'ai oublié de dire que c'est écrit par Anne-Marie Briard et c'est publié chez Éditions Archipel. C'est sorti là récemment, il y a 1 ou 2 mois. Ensuite, c'est dans le cadre du jury du prix des auteurs inconnus, donc que j'ai pu lire le livre La valise de Natacha Larmurier. C'est un livre vraiment bien. Ici, on repart vers la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, j'ai énormément aimé parce qu'on y parle aussi de faits réels, de lieux qui ont vraiment existé en France, chez nous, et qui ont fonctionné comme c'est dit dans le bouquin. On y parle du destin de 3 femmes. Et je vais vous lire le synopsis, comme ça vous allez mieux comprendre ce qui pourrait arriver dans l'histoire. Donc on est en février 1984. À la mort de son père, facteur au mille toute sa vie, Esther fait une étonnante découverte qui bouleverse toutes ses certitudes et la pousse à enquêter sur le secret bien gardé de sa naissance. Juillet 2015. À bord d'un train en direction d'Aix-en-Provence, Gabrielle, jeune enseignante d'histoire, engagée dans un concours avec ses élèves, fait la connaissance d'Anna, une octogénaire qui refuse de se séparer de sa vieille valise et qui va l'aider à remonter le temps jusqu'aux jours les plus sombres de l'occupation. Et j'ai oublié de dire le début. Août 1942, dans l'ancienne Tuilerie des Milles, transformée en camp d'internement pour juifs étrangers, une petite fille s'apprête à monter dans un bus, poussée par ses parents qui espèrent ainsi lui épargner le terrible sort qui les attend. On est ici dans un roman choral, donc il va retracer le destin de ces 3 femmes, et vous allez voir que leur destin est relié. Et c'est une histoire vraiment émouvante, touchante. On ne peut pas sortir de là, touché, sensibilisé. Et c'est vraiment bien parce que ça retrace encore l'histoire, et ça met vraiment en mémoire, le fait que des personnes ont vécu des choses vraiment ignobles, très dures pendant ces périodes-là, et on a besoin de quand même le garder en tête pour ne plus le reproduire, comme je le disais tout à l'heure pour l'autre bouquin. C'est vraiment à lire si vous aimez lire des livres auto-édités, et si d'ailleurs vous n'en avez pas l'habitude, je vous conseille vraiment d'aller lire ce bouquin. Il est vraiment bien écrit. Et cette fois-ci, on va passer vers un peu de la fantaisie, mais toujours historique. Alors, quand j'ai vu que c'était un peu, justement, un mélange entre de l'historique et de la fantaisie, je me suis dit, tiens, ça peut être très intéressant d'aller lire ce bouquin. J'ai pu le lire grâce aux éditions Gulfstream et par NetGalley en SP. Ça a été écrit par Marie-Noël Pichot et ça s'appelle Le chemin de la dame. Donc, on est à la période de la Première Guerre mondiale. On a un groupe d'amis qui est soudé, mais
dont 2 des personnes vont devoir aller à la guerre, 2 garçons. Il faut dire que l'un d'entre eux ne reviendra pas car il va mourir là-bas. L'autre reviendra mais il sera abîmé, il sera amputé d'un bras. Dans leur village, il se passe des choses étranges et on n'arrive pas à les expliquer. Et ça va même jusqu'à voir des morts. Donc, on va essayer de voir dans cette histoire un peu comment faire pour que tout rentre dans l'ordre dans le village. Mais on va se rendre compte que c'est pas des choses qui arrivent normalement, il y a des choses mystérieuses qui se passent et au fur et à mesure de l'histoire, on va un peu mieux comprendre, mais ça se résout pas de manière concrète. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est très rythmé, très dynamique, c'est bien écrit et le fantasy ne dépasse pas le réel, il y a vraiment un bon équilibre, un bon mélange entre les deux. On n'est pas perdu en fait, et c'est super. Et le fait qu'il y a un côté historique aussi à travers cette histoire, ça apporte quelque chose en plus, je trouve. Donc je vous conseille de le lire si vous aimez la fantasy, si vous aimez un peu l'historique. C'est un bon mélange entre les deux, je trouve, et c'est une belle histoire, bien écrite, qui se lit vraiment super facilement, vite, c'est quand même assez complet. Franchement, on s'ennuie pas du tout. Un autre livre que je voulais lire depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist, et que j'ai enfin acquis, c'est la trilogie Caraval. Donc pour l'instant, j'ai acheté les 2 premiers tomes et je viens de lire le premier tome en lecture commune avec d'autres personnes. Et j'ai vraiment bien aimé ce qui se passait dans cette histoire. Donc on est un peu au départ dans une famille, on essaye de comprendre un peu, on met en place l'histoire où il y a 2 sœurs. On a Scarlett et sa petite sœur Donatella, voilà, c'est ça. Elles ont jamais quitté leur île, elles ont un père qui est quand même assez dur avec elles et si elles ne font pas ce qu'il lui dit, elles ont quelques sévices quand même. Et donc, elles sont invitées à participer au jeu Caraval. En fait, l'une des 2, Scarlett, envoie des lettres chaque année pour pouvoir participer au jeu. Et là, elle reçoit des invitations. Il y a un garçon qui va les y aider à pouvoir y aller sans que le père le sache. Quand on arrive au jeu, il faut savoir qu'il faut soit on est spectateur, soit on est participant. Donatella va être kidnappée et Scarlett n'aura d'autre choix que de la retrouver et en fait il faut qu'elle gagne le jeu pour pouvoir retrouver sa sœur, sinon elle ne pourra plus la revoir. On va avoir beaucoup de mystères, on sera vraiment dans une atmosphère un peu irréelle où il y aura des choses qui se passent, on comprend pas trop pourquoi et en fait il est dit vraiment qu'il ne faut pas rester fixé sur toutes ces choses irréelles parce que ça peut faire perdre un peu le contrôle de soi et empêcher de gagner le jeu. J'ai énormément aimé parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de péripéties, des petits rebondissements, tout ça. Et même si donc on a déjà une histoire qui se résout à la fin, eh bien ce n'est pas terminé puisqu'on a 2 tomes qui suivent par la suite. Donc forcément, moi j'ai envie d'aller lire le 2e puisque ce qui est arrivé à la fin ne me satisfait pas, bien entendu. Mais c'est super bien écrit, ça se lit très vite aussi. Pourtant, on a quand même plus de 400 pages, mais franchement, ça se voit pas. Si vous aimez la fantasy, les choses qui se passent dans un seul lieu, on pourrait dire que c'est presque un huis clos. Vous allez aimer, il y a de l'aventure, il y a du mystère, de la tragédie aussi, des secrets. Il y a de tout pour pouvoir lire quelque chose de très mouvementé, de très dynamique et rythmé. En jeunesse, j'ai lu une BD qui même me suivent en SP pour Netgali aussi, et c'est écrit par Joseph Falzon, Gurvan Nistamadjaja, aux éditions d'Argo. Et c'était très intéressant et très bien parce que ça parle des réseaux sociaux et surtout des influenceurs. Comment on devient influenceur, comment ça marche en fait et quelle est leur vie finalement. Avec un trait aussi humoristique. Les images sont sympas aussi. Franchement, il y a tout pour avoir un bon moment de lecture. Ça se lit très bien, très vite. C'est une BD. Et on apprend beaucoup de choses sur ce monde-là. Et je trouve que c'est super bien de pouvoir le lire. Qu'on soit dans le monde de l'influence ou qu'on soit juste consommateur de réseaux sociaux. Je pense que c'est bien de le lire parce qu'on apprend comment ça fonctionne et ça peut nous aider peut-être à pas tomber dans des pièges, à pas être trop dedans. Bref, c'est tout un monde. Et en fait, il y a un peu des codes qu'on connaît pas forcément. Et ce bouquin, cette BD, nous apprend beaucoup de choses là-dessus. Donc franchement, je le conseille vraiment autant aux jeunes, aux ados, mais aussi à nous, les adultes, pour pouvoir mieux aider nos enfants, nos ados, tout ça, à pouvoir entrer là-dedans sans qu'il y ait trop de soucis, de pièges et qu'ils ne se fassent pas avoir par je ne sais quoi. Un autre bouquin que j'ai pu lire, là on est plutôt dans un album jeunesse illustré et qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps, c'est Le jour où Belle a trouvé sa voie de Lizzie O'Donnell et c'est publié chez les éditions Didier Jeunesse. Une très belle histoire, qui fait un peu automnale dans ses couleurs, orange, jaune, marron. Et c'est très joli, avec une histoire très simple à comprendre. On est là avec Belle qui aime chanter, qui aime faire de la musique, mais elle n'a pas vraiment d'audience, de spectateurs, donc elle se sent un petit peu seule, rejetée. Elle va dans la rue, elle essaie de faire de la musique, mais il n'y a personne pour l'écouter et ça la rend assez triste.
et on va voir qu'un jour, quelque chose va faire que ça va changer. Et j'ai bien aimé cette histoire parce que justement, on voit l'évolution de Belle, on voit le fait qu'elle a des rêves, elle a des aspirations et qu'elle ne laisse pas tomber, elle va jusqu'au bout. Et on va voir que peut-être que sa détermination, elle va peut-être payer. Donc franchement, je le conseille beaucoup parce que c'est une histoire avec une belle morale, une belle histoire et ça donne de l'espoir et c'est tout ce qu'on a besoin dans ce monde. J'ai quasiment terminé avec ces 12 bouquins que j'ai lus pour le mois de septembre. Donc vous avez vu, il y en avait un peu de tout et je peux confirmer que j'ai pas vraiment lu de thriller. J'ai continué à lire L'été meurtrier d'Oxford, le tome 4, mais je l'ai pas terminé, donc j'en parlerai certainement dans le bilan d'octobre. J'ai commencé à lire aussi en lecture commune La famille Anne, donc là on est plutôt dans la fiction historique si je me trompe pas, mais je suis carrément en retard sur ma lecture. J'ai lu peut-être, même pas un quart du bouquin, il est vraiment long. J'avais commencé aussi Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Flour, donc sur sa vie avec son chien. Je n'ai pas eu le temps de le terminer, donc ce sera aussi dans le bilan lecture du mois d'octobre. Je pense que j'ai tout dit. Je vous parlerai dans le prochain bilan d'un livre que j'ai lu lorsque j'étais en vacances. C'est La mort d'une sirène. Vous allez voir, c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais au Danemark parce que l'histoire se passe là-bas et on parle d'un célèbre écrivain de ce pays. Je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo des différents partenariats avec lesquels je travaille cette année. J'ai eu de bonnes nouvelles ces derniers temps, donc je vous en parlerai plus. Je vous montrerai justement les réceptions que j'ai pu avoir et les bouquins que je lirai justement pour ces maisons d'édition. D'ailleurs, vous en entendrez parler finalement dans le prochain update lecture, donc au mois d'octobre. Je peux pas en parler encore aujourd'hui parce que ça ferait une vidéo bien trop longue. Je pense que je vous en ai déjà assez dit, je vous ai peut-être déjà assommé. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si l'un des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui vous parle. Peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous avez envie d'en lire un. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta, sur mon compte Bookstagram en MP, il n'y a pas de souci, je peux vous répondre. Je suis présente quasiment quotidiennement en story, en publication. Dites-moi si vous avez peut-être eu un coup de cœur, vous, dans votre bilan lecture du mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à en parler autour de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien. C'était les mots d'or. À très bientôt.